Nous partons en Île-de-France, dans le département de Seine-et-Marne, à Fontainebleau. Nous sommes dans le parc de son célèbre château. Cet édifice date de la Renaissance. Lieu de rendez-vous favori des rois pour les chasses royales, le château de Fontainebleau est, depuis 1981, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue dans notre rendez-vous gastronomie et art de vivre. Nous sommes aujourd'hui au sud de Paris, en France, à Fontainebleau. On parle souvent de Versailles et de Louis XIV, on oublie peut-être un peu injustement Fontainebleau dont Napoléon disait que c'est la vraie demeure des rois. Et c'est vrai que de Saint-Louis jusqu'à Napoléon III, tous les souverains ont séjourné ici. Tous les souverains, et notamment François Ier, qui aimait beaucoup venir dans ce château, notamment pour y chasser. C'est d'ailleurs de cette porte dorée que partaient les chasses royales. Nous voici donc à l'intérieur du château de Fontainebleau, dans une grande galerie. Je suis en compagnie de Vincent Droguet, vous êtes un des conservateurs du château. Alors cette grande galerie avec des grandes de serre, elle a un nom tout simple. Oui, la galerie des Serres. La galerie des Serres. Tout simplement. C'est effectivement une galerie de 75 mètres de long, donc une des grandes galeries du château, qui en comptait plusieurs, et qui tire son nom du fait qu'elle est ornée de massacres ou de têtes de cerfs depuis le règne d'Henri IV. Alors cette galerie, elle était construite pourquoi par Henri IV? J'oserais dire qu'elle est construite pour rien, sinon pour s'y promener et pour le pur plaisir d'avoir dans son château un immense espace dont les murs sont ornés de cartes, n'est-ce pas, représentant les différents domaines de chasse de la couronne royale. Qui ne sont pas ceux de Fontainebleau simplement? Il n'y a pas que Fontainebleau. Fontainebleau est au bout de la galerie, mais il y a les grands domaines de chasse de la couronne, c'est-à-dire Verneuil, Monceau, Chambord, Amboise, Villers-Cotterêts, toutes les grandes résidences de chasse des rois de France. Alors on a aussi des statues, voilà, des bronzes. Hein. C'est Primatis, l'artiste italien que François Ier avait fait venir à sa cour, qui à Rome a exécuté des moulages des grands antiques, des antiques les plus célèbres de l'époque, ceux qui étaient conservés au Vatican et qui le sont toujours. Il a rapporté ces moulages à Fontainebleau et on les a jetés en bronze, comme on disait, de manière à avoir des statues à grandeur des antiques. Ah, c'est extraordinaire. On parlait de François Ier, c'est quand même lui qui a donné sa véritable dimension à Fontainebleau. Absolument, absolument. Parmi les souverains qui ont compté dans Fontainebleau, et il y en a un certain nombre, celui qui a compté le plus, c'est François Ier, certainement, puisque c'est lui qui va reconstruire le château à partir de 1528. Il y avait déjà une résidence médiévale, très ancienne, mais qui était complètement en ruine au moment où François Ier décide de reprendre en main les châteaux d'Île-de-France. Donc, de 1528 à sa mort, il va faire mener des travaux extrêmement importants dans ce château et il va lui donner finalement la physionomie qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Quand il vient à Fontainebleau, il dit qu'il vient chez lui. Donc c'est très significatif parce que le nombre de résidences de François Ier était considérable, mais il a une passion particulière pour ce château. Alors c'est pas un château où on gouverne, hein, c'est un château où on vient chasser plutôt, c'est ça? C'est un château où on vient chasser, mais comme le roi est présent, c'est aussi un château où on gouverne. D'accord, ah oui, il y avait deux fonctions. C'est aussi un château de gouvernement et ça va le devenir de plus en plus. Parce que sous Louis XIV, par exemple, on vient avec les ministres, on vient avec les ambassadeurs et c'est un des lieux du pouvoir. C'est ça, on n'a pas l'impression que sous Louis XIV tout se passe à Versailles. Non, il y a encore des choses qui se passent à Fontainebleau. Hein. Louis XIV est très attaché à cette maison de famille de la monarchie qu'est Fontainebleau. Alors, la chasse, évidemment, ça date plutôt de François Ier, enfin, le fait qu'on vienne chasser ici. Je crois qu'on a toujours chassé ici. L'implantation du château à la période médiévale, elle est née du fait qu'on est ici au milieu d'une forêt giboyeuse. Maintenant, François Ier est un passionné de chasse. On l'appelle le père des veneurs. Et il est véritablement fasciné par la position de Fontainebleau au milieu d'une forêt extrêmement giboyeuse. On va changer de lieu, on va aller dans ce qu'on appelle l'appartement des chasses. L'appartement des chasses, oui. Et on va changer d'époque aussi. On va changer d'époque. L'appartement des chasses qui tire son nom de la présence de très grands tableaux de chasse qui datent du règne de Louis XV. Nous sommes donc montés dans cet appartement des chasses. On est au-dessus de la galerie aux Serres. Hein. Au premier étage, oui. Et alors donc il y a des tableaux qui expliquent un petit peu ce qu'étaient les chasses royales. Là on est autour de Louis XV? Autour de Louis XV, oui. En fait ce sont des tableaux qui ont été placés ici simplement sous le règne de Louis-Philippe, donc au XIXe siècle. Dans un appartement qui a pris le nom d'appartement des chasses, justement, à cause de ces grands tableaux qui représentent les chasses de Louis XV. Qui sont des tableaux assez particuliers, parce qu'en fait, il s'agit de compositions préparatoires pour des tapisseries.
Ah, d'accord. C'est-à-dire que ce sont des tableaux qui ne sont pas faits véritablement pour être vus en tant que tels, mais des tableaux qui étaient faits pour être tissés en tapisserie. Et la tapisserie, effectivement, a été tissée par 2 fois. Ah, très bien. Et alors, c'est des tableaux qui... Le peintre s'appelle Jean-Baptiste Oudry, c'est ça? Oui. Alors, un mot encore sur Jean-Baptiste Oudry. De temps en temps, il se met dans les tableaux. Hein. De temps en temps, il est un peu comme Hitchcock dans ses films. Voilà, c'est ça, on le voit apparaître sur ses tableaux, notamment sur un autre des cartons des chasses de Louis XV. On le voit en train de dessiner cette action. Bon, Oudry est un grand peintre, un grand dessinateur aussi. Ça a été donc effectivement le peintre animalier favori de Louis XV. C'est aussi un illustrateur. C'est lui notamment qui a illustré les Fables de La Fontaine dans une très fameuse édition du XVIIIe siècle. Alors, là, on voit Louis XV, hein, qui est en train de se faire botter, si je peux dire, mettre les bottes. Voilà, Louis XV vient juste d'arriver au rendez-vous de chasse et il vient de descendre de sa petite calèche doublée de velours rouge. Et on est en train de lui mettre ses grandes bottes qu'on appelle des bottes à chaudron à cause de la taille effectivement de la botte au niveau du genou, et il s'apprête à monter à cheval sur un des chevaux qu'on lui présente blancs. ici. D'accord. Et alors il montre du doigt là, un homme qui est sur un cheval. Effectivement, Oudry a bien peint l'action de ce tableau, puisque le roi désigne un cavalier à côté de lui, qui est en fait le comte de Toulouse, un des grands seigneurs de la cour de Louis XV, le grand veneur de France, qui n'est autre d'ailleurs qu'un fils bâtard de Louis XIV et même de Montespan, donc un parent très proche de Louis XV, et qui lui désigne en fait ce qu'on appelle les fumées ou les brisées, c'est-à-dire les traces du gibier, des feuilles, des brindilles, sur lesquelles ont été repérées les traces du gibier qui va être chassé. Et ces feuilles sont présentées par un des valets de la vénerie. Ah, parce qu'on choisit l'animal qu'on va chasser. Voilà, on choisit l'animal en fonction de ce qu'on peut savoir de son âge, de sa maturité. Et effectivement, la chasse, à partir de ce moment-là, peut commencer. Oui, c'est pas une chasse où on va tuer énormément au fond d'animaux aussi. Alors, les chasses sont quotidiennes. On tue pas mal d'animaux, effectivement. Mais dans ce type de chasse à courre, effectivement, on poursuit un cerf ou 2 dans la journée. D'accord. Alors j'ai bien regardé dans le tableau, il y a des hommes, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes, effectivement. Pourtant, les femmes sont admises aux chasses royales plusieurs fois par semaine, lorsqu'on est à Fontainebleau, par exemple. Mais ce sont plutôt des chasses au chevreuil, réputées une chasse plus facile, plus simple, mondaine en quelque sorte. Plus mondaine. Nous sommes donc dans les cuisines de l'hostellerie du Bas-Bréau, en compagnie de Fabien. C'est chez vous, vous êtes le chef ici. Hein. Oui. Alors, on va parler de la cuisine des gibiers. Et vous avez déjà préparé un plat. Voilà. Alors, vous allez nous raconter quand même. Alors, j'ai fait une gigue de chevreuil. Gigue de chevreuil. Qui fait combien à peu près? Ça fait 1,5 kg. Ouais. J'ai fait une garniture de rate de Noirmoutier que j'ai recoupée. Voilà. Et j'ai rajouté, pour donner le goût, des échalotes que j'ai fait revenir avec des asperges. Des tomates confites, voilà. J'ai fait un jus avec les carcasses, j'ai mis du miel, du thym, des épices. Faut donner toujours un peu de sucré, non? Voilà, toujours un peu de sucré pour le gibier. Et j'ai agrémenté de truffes blanches qui viennent de Carpentras. C'est un plat assez traditionnel, mais que tout le monde peut faire à la maison. Alors Fabien, après la gigue de chevreuil, nouvelle recette. Voilà, un strat de chevreuil avec le filet, avec du foie poêlé. Filet de chevreuil là. Ouais, filet de chevreuil. Avec du foie poêlé de canard, des Landes. Où est-ce que vous avez appris à faire ça? J'ai appris ça chez Pic avec Jacques Pic et après j'ai travaillé avec. À Valence. Voilà. Allez, on y va. Je prends le filet de cerf. Ah oui. On va me faire saisir le foie gras, aller-retour. D'accord. Alors c'est juste aller-retour dans une poêle, ça? Voilà. Je mets un peu de sucre pour avoir du sucre, pas du sel, du sucre. Voilà. Et il mettra un coup de poivre. Il va le faire saisir. D'accord. Pendant ce temps-là, je l'assaisonne Oui. au sel de Madone pour donner un peu plus de goût. Je le poivre. Voilà. Voilà, ça suffira, Florian. Ça suffira pour le foie gras. Donc voilà. Florian, bravo. J'utilise un torchon pour l'égoutter, pour ne pas travailler trop salement, on va dire. Je l'escalope. Comme vous avez fait pour le filet de chevreuil. Hein? Je l'écarte un petit peu. Je remets une dose dessus. Voilà, un petit sandwich. Voilà. Hein? Un sandwich de foie gras au chevreuil. Ah non, c'est pire que ça. Voilà. Et on va faire recuire un peu tout ça? Voilà, on va le refaire saisir et on le finira au four. Ah d'accord. Alors là, c'est la partie un peu délicate. Alors je conseille de le monter comme ça, si on veut le faire à la maison, et de le laisser pendant 3 quarts d'heure au frigo. Il va se reprendre, le foie gras va redurcir, et au moins, vous embêterez moins pour ficeler. D'accord, parce que là, c'est quand même... ficeler un peu. Voilà. Ah oui, il faut le ficeler un peu pour pas que tout parte dans la poêle. On donne un quart de tour. Voilà. Florent, tu peux mettre une poêle à chauffer, s'il te plaît?
Alors, au feu assez fort, hein? Voilà. Au feu assez fort. Encore un petit peu d'assaisonnement. Voilà. Et là, c'est plus du sucre, c'est du sel. Voilà. Hein? Un peu de poivre. Il vaut mieux assaisonner avant, hein? Oui, oui. Je le saisis. On va le saisir de chaque côté. On va le finir au four. Et on va faire la garniture. Ah oui, ça colore très vite même. Voilà. Ouais. Oui, parce que c'est très saisi là. Hein. Voilà. Et là, on le met en basse température. On a fait préchauffer le four. On met à basse température à 90 pendant 7 minutes. 7 minutes. Voilà. Alors, on prépare la garniture. Voilà. Alors, on a des petites betteraves rouges et des petits cèpes. Et des petits cèpes. Voilà. Et les betteraves, c'est ça qui va donner un petit goût de sucré. ça, hein. Voilà. On va monter la brochette sur un petit bâton de romarin. Hein. Oh, c'est joli. Et là, le petit concentré de jus d'échalote et de vin. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. On peut le goûter? Oui. Bon. Tenez. Ça a l'air délicieux. Donc, c'est assez filet délicat. de chevreuil au foie gras. Voilà, allez-y. Là, j'y vais. Et voilà. Ça fond totalement dans la bouche. Hein. Je suis dans la fromagerie, la superbe fromagerie d'Odile, ça va? Alors c'est vrai, il y a un fromage qui s'appelle le Fontainebleau. Tout à fait, c'est un fromage, plus particulièrement un dessert, parce que c'est une mousse de crème. Ça a été créé dans cette maison dans les années avant 1900. La crémière de l'époque a eu l'idée, quand les jattes de lait arrivaient, de prendre la mousse qu'il y avait sur ces jattes et de mettre dans des petites mousselines. Et le Fontainebleau est né comme ça. Et ça a eu un succès immédiat? Oui, et ça a toujours beaucoup de succès. Toujours beaucoup de succès? Oui, c'est fort agréable avec les petites fraises, les petites framboises, les petites mûres, un petit assortiment de fruits rouges. C'est comme un fromage blanc, c'est léger. C'est uniquement de la crème, hein, c'est une mousse de crème. Ah bah très bien, vous allez nous montrer comment on l'a fait. Pas de problème. Allez, on y va. Alors on va voir comment se fabrique le Fontainebleau. Odile, là on a un mélange de quoi? Un mélange de crème crue épaisse et liquide. D'accord. Qui forme cette crème Cette que je vais crème, mettre dans alors, la machine qui pulse de l'air et qui va faire éclater les molécules et c'est ce qui va faire monter la crème. Donc il y a de l'air qui pulse dessous. Voilà, c'est qui un fait compresseur monter, qui pulse de l'air. Ça va monter haut. Si j'arrête pas, oui, ça déborde. C'est un peu comme le lait qui monte. Mais, Tout à fait, sauf tout à fait. Et quand vous remuez, ça fait redescendre puisque les. Ça fait redescendre, voilà. Quand la consistance est suffisamment épaisse, ça ne monte plus. Ah d'accord, c'est assez lourd pour que pour ne plus monter. Vous voyez, là, ça monte plus. Je peux Ça y mettre est. la pâle. Alors on va mettre la grille. C'est-à-dire que là, vous arrêtez au fond l'air, hein, c'est ça? Ah non, Allez. l'air reste toujours. L'air reste, ah non, vous battez. C'est pas battu, c'est mélangé pour que ce soit bien homogène. Ah, comme si on avait une cuillère, autrefois on le faisait Tout à à la main, fait. évidemment. Voilà, hein. autrefois, à la main, on tournait toujours à la même vitesse. C'est à la consistance. On va voir le changement de consistance. Ça va commencer à coller aux parois. D'accord. Hop, j'arrête, c'est que c'est bon. Alors, là, on a laissé tourner quelques minutes, on va soulever. Et là, on s'aperçoit en effet que ça colle aux parois. Hein. Commence oui, à là, prendre, là. Et en fait, je mets un tout petit peu plus vite pour voir. Et Hop voilà. là, je Dès me pousse un l'instant peu. où ça se décolle, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ah d'accord, Dès que c'est ça se fait. décolle des parois, c'est bon, c'est fait. On a le Fontainebleau. Ah oui, c'est beaucoup plus dense. Hein. Tout de suite, la consistance est totalement Très différente. différente. Oui. Alors, on le met dans ce petit pot avec un Voilà. peu de tulle là, enfin un peu de Gaz. petite gaz. Pourquoi? mousseline, pour tenir en fait le produit On va préciser pour ceux qui tiendraient que c'est du lait de de vache. voilà. Les bonnes vaches normandes. Voilà. Il Et faut alors on faire fait un ce petit chapeau Fontainebleau. après et on l'a. Voilà. Peut-être qu'on peut le goûter, non? Avec plaisir. Même celui qui vient d'être fait comme ça. Tout à fait. Alors, je vais le goûter, ça vaut le coup quand même. C'est un produit extra frais qui ne se conserve très peu, qui voyage très mal, qui a besoin de rester vraiment au frais. Et le goût est tout à fait différent dès que c'est produit immédiatement. Ah là, c'est génial. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas le transporter dans sa voiture. Non, hein, il faut avec toujours avoir la petite chaleur. glacière avec le froid pour pouvoir le Voilà, changer donc de... si on veut du Fontainebleau, venir si à on vient chez Fontainebleau. vous, ou il faut venir chez vous et le consommer presque sur place, Voilà, ou il faut venir avec sa petite glacière pour le... hein. pour le transporter, voilà. Ou alors vous Ça faites se- livrer. Ça se garde 24 heures. Ou alors on le livre en voiture réfrigérée, donc vous n'avez aucun souci. Eh ben écoutez, Odile, merci beaucoup, bravo pour ce Fontainebleau, c'est exquis. L'émission est malheureusement terminée, on va quitter Fontainebleau, on va emporter peut-être un peu de Fontainebleau, et nous on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous gastronomie et art de vivre. Salut!